d'informations et les quantités de données qui est échangées sur le net. Aujourd'hui, on parle de 4 milliards d'utilisateurs Internet. Lyon, je pense, on est autour de 2,5 milliards d'utilisateurs Internet. On parle de 50 milliards de devices qui sont connectés. Le volume des données, il va être multiplié par 50. C'est une quantité de données qui est colossale, qui est absolument gigantesque. J'ai une slide que malheureusement je n'ai pas réussi à trouver, où on fait une analogie entre le volume de ces données-là, et l'analogie consiste à les mettre dans des DVD. Chaque DVD contient 4 gigas et on va superposer ces DVD l'un sur l'autre. Donc je crois qu'on parle à peu près, en 2016, c'est à peu près des DVD qui sont superposés d'ici jusqu'à la Lune, 4 fois aller-retour, pour vous donner une idée sur la quantité de données. Et c'est là où vient l'intérêt de la Big Data. Parce que ces données-là sont des données, mais l'art de la Big Data, c'est comment transformer ces données-là en information utile. Quelle est notre capacité à extraire de l'information utile pour différents métiers à partir de ces données qui transitent sur Internet, qui ont une caractéristique très importante, qui sont des données qui ne sont pas structurées. C'est des données qui sont non structurées, c'est des données qui sont un mélange d'images, un mélange de textes écrits avec le langage, ce qu'on appelle le langage SMS, qui est ni de l'arabe ni du français, c'est de l'arabe avec des lettres latines, avec des différents dialectes. Et donc, ça, c'est la transformation, et c'est là où on va. C'est là où on est aujourd'hui, et c'est là où on va. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'habituellement, on avait des centres de données. Chaque entreprise, chaque banque, chaque assurance, chaque compagnie de télécom, chaque établissement, il disposait d'une salle informatique en fonction de la taille de son business, d'une salle informatique plus ou moins grande, et qui s'appelle un centre de données. Pourquoi? Parce qu'elle est conçue par rapport à des normes, par rapport à des règles que l'industrie a définies. Et bien rapidement, on s'est retrouvé, on a commencé à voir que le modèle économique qui est derrière ces centres de données n'arrive plus à suivre cette évolution que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui est régie par des piliers qui sont très très connus, qui sont les piliers les canaux de communication. La communication et la transmission des données, c'est quelque chose qui a évolué dans les 10-15 dernières années de façon absolument exponentielle. La mobilité, l'évolution des appareils mobiles. Avant, on était plus, lorsque moi j'étais étudiant, on voulait avoir des machines personnelles puissantes avec un grand écran, avec beaucoup de puissance, beaucoup de RAM. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On est quasiment presque autonome et on peut faire 80%, 75% de nos travaux à partir d'un petit portable ou à partir d'une petite tablette de 8 ou de 9 pouces. Donc, la communication, la mobilité, il faut l'alimenter. Comment est-ce que ça a été alimenté? Elle a été alimentée par les réseaux sociaux, par la prolifération des données, à travers notamment des réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on appelle la consumerization of IT. À partir de là, cette volumétrie de données, le fait de pouvoir et de vouloir l'exploiter, elle a créé de nouveaux business, elle a créé de nouvelles opportunités. Mais on est devenu beaucoup plus vulnérable. On est devenu beaucoup plus vulnérable. Premièrement, parce qu'on est devenu dépendant de ces données. Dépendant de ces données qui résident, malgré nous, dans le cloud. Aujourd'hui, combien de personnes ont un smartphone dans la salle? Presque tout le monde. D'accord? Donc, combien de personnes est consciente qu'elle est déjà dans le cloud? Beaucoup moins. La moitié peut-être. Et donc, implicitement, on est dans le cloud. Maintenant, combien de personnes est en train de prendre des mesures de sécurité pour protéger ces données personnelles? C'est encore la moitié.
cela, on est devenu dépendant de ces données et on n'est pas forcément conscient des risques auxquels nous sommes exposés. Je vous donne des exemples que vous êtes en train de vivre au quotidien. Si vous avez besoin d'une application à un instant T, parce que vous avez perdu votre chemin et vous avez besoin d'une application GPS par exemple pour localiser où est-ce que vous êtes allé. Vous installez cette application et à un moment donné il y a le petit avertissement qui sort qui vous dit cette application va prendre des données personnelles, etc. Peut-être qu'à la maison, tranquillement, si vous l'installez, vous allez dire, si vous êtes dans le besoin, c'est le besoin qui va prendre le dessus et vous allez cliquer OK sans même dire qu'est-ce qu'il a raconté et même lire le message. Et là, vous avez accepté la charte ou le contrat que le fournisseur d'application va utiliser pour exploiter toutes vos données personnelles. Et là, on est encore dans les cas qui sont réglementés. Parce que les cas réglementés et les entreprises qui se respectent, elles font des chartes et elles essayent de, au moins, prendre votre confirmation de ce qu'ils vont faire avec vos données. Maintenant, le risque, et ce qu'on a vu, c'est l'utilisation par les malwares, par les personnes, tous ceux qui sont dans le monde malicieux. Et là, c'est là où ça devient vraiment très très grave. Et ça a changé, parce qu'avant, on était dans une logique où l'habitude, quand on a appris l'informatique, c'est qu'on a appris l'informatique avec j'ai mon PC, je mets mon antivirus, j'essaie de me protéger par rapport à un virus, par rapport à un malware, par rapport à une attaque externe qui va venir perturber le fonctionnement habituel et l'utilisation habituelle que j'ai avec mon device. Là, les choses ont changé. Maintenant, ce n'est plus le fait de vous perturber qui intéresse le hacker, c'est le fait de pirater, d'exploiter vos données. On a fait un exercice en Tunisie, d'ailleurs Sichak il est parti avec nous dans un centre de sécurité, on a eu l'occasion de voir ça, un exercice qui consiste à dire combien de malwares ont infecté les ordinateurs personnels en Tunisie sur le mois, on a fait l'exercice sur le mois de septembre 2015. Donc sur le mois de septembre 2015, on a noté à peu près autour de 800 000 infections. 800 000 infections. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des logiciels, c'est des malwares qui sont là, qui viennent, qui vont prendre toutes vos données. Et que les études ont montré que la durée pendant laquelle ces malwares-là vont pirater, vont prendre toutes vos données à votre insu, sans que vous vous rendiez compte, elle est à peu près en moyenne de 243 jours. Donc 243 jours, et il est en train de pomper, il est en train de faire ce qu'il veut avec vos données. Parmi les 800 000, on a trouvé 680 000 qui proviennent d'un seul type de malware qui a été créé par un Algérien et qui prend le contrôle sur votre webcam, c'est-à-dire qu'il est capable de vous regarder lorsque vous êtes probablement dans une chambre, il est en train de regarder, de vous espionner, et il prend toutes les données personnels et les fichiers personnels qui sont sur votre ordinateur. Il y a d'autres qui se sont attaqués au monde financier, qui prennent les numéros de carte du crédit. Ils prennent les numéros de carte de crédit, ils se sont fait 80 millions de dollars de bénéfices en 3 ans. Parce qu'ils font des transactions qui sont pratiquement de 0,2, 0,3 dollars par transaction. Imaginez que dans votre relevé de compte, vous trouvez qu'il vous manque 300 000 livres, vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous n'allez pas passer beaucoup de temps à essayer de comprendre 300 000 livres, où est-ce qu'elle est partie. Donc ils jouent sur la volumétrie et ils ont pu escroquer autour de 80 millions de dollars. Et donc la cybersécurité, elle devient un enjeu, et ce qu'on fait avec les données personnelles devient un enjeu extrêmement important. Alors, données personnelles, c'est le sujet, c'est la thématique de ce séminaire aujourd'hui. Il y
il y a une utilisation autre qui peut être très très grave. Ce qu'on fait avec les données personnelles, par exemple, lorsqu'on récupère des photos d'identité. Je vois, moi, mon combat quotidien avec ma femme, c'est qu'elle publie les photos familiales, les photos des enfants, elle les partage sur Facebook. C'est extrêmement dangereux parce qu'on a vu des photos de gosses qui ont été utilisés dans des domaines de pédophilie, dans des domaines qui sont vraiment une utilisation très grave. Et d'ailleurs, il y a une des choses que nous faisons chez Microsoft actuellement, c'est qu'on a développé un logiciel qui est capable d'identifier une sorte de DNA, l'ADN d'une image, l'ADN d'une photographie, et de l'identifier sur le net. C'est-à-dire que si vous publiez une photo d'un enfant qui est utilisé dans des sites pornographiques ou dans des sites, on est capable de la retrouver et de trouver la trace, et ça c'est quelque chose qu'on met à disposition de plusieurs gouvernements pour traquer ce genre d'informations. Donc notre stratégie chez Microsoft, elle repose sur 4 piliers essentiels. Elle repose, c'est ce qu'on appelle le Trust Cloud. Parce qu'on est un des fournisseurs les plus importants de services cloud à travers le monde. On a le plus grand nombre de data centers à travers le monde. C'est des hectares de serveurs qui sont disposés et qui obéissent à des règles de sécurité qui sont vraiment très strictes. Donc, premièrement, le premier pilier, c'est le pilier de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est vraiment sécuriser les données qui sont au niveau des data centers. Sécuriser toutes les données. Le deuxième volet, c'est le volet de la privacy. Le volet de la privacy, le respect de la vie privée, le respect des données. Les données, elles sont là, et là, c'est quelque chose qui est spécifique à Microsoft parce que on n'est pas dans le métier de l'advertising. Et donc, on n'a pas besoin de connaître dans la publicité. Donc, on n'a pas besoin de connaître les informations, d'utiliser les informations de nos clients, de les croiser pour essayer de développer des offres commerciales, pour essayer d'attirer des offres sur la partie publicitaire. Donc, on est dans notre business, c'est fournir des services cloud, fournir des services managés. Et à partir de là, on s'engage à ce que les données, elles sont là uniquement pour la fourniture de ces services-là. C'est pour ça qu'on garde des données et on donne toutes les garanties que ces données ne sont utilisées dans aucun autre service. Et comment on donne ces garanties? Par rapport à la conformité, la compliance. Parce que l'industrie, elle est régie par des standards. Elle est régie par des standards de sécurité. Il y a des standards industriels qui concernent par exemple les données de la santé publique, comme le standard IPA, etc. Il y a des standards, il y a un nouveau standard qui date de quelques mois, à peu près 1 an, presque maintenant, qui s'appelle le ISO 27018, je crois qu'il le connaît très bien. C'est un standard qui régit les données personnelles. Comment un fournisseur de cloud doit protéger les données personnelles des personnes qui utilisent ces services-là. Et donc nous, on fait un effort, avant même la sortie de ces standards-là, on s'engage à les respecter. On s'engage à modifier nos contrats. Il y a tout un travail, il y a toute une équipe qui est de plus en plus importante chez Microsoft, worldwide, qui est une équipe d'avocats, qui travaille avec les émetteurs de standards, qui travaille avec la Commission européenne. Pourquoi? Parce que la mise en place et l'intégration des nouvelles normes de sécurité, de protection, et notamment de protection des données personnelles au niveau de nos contrats et au niveau des services cloud, elles ont des impacts importants et on doit être les premiers à les appliquer. Et donc on a besoin de cette longueur d'avance, de comprendre où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que ça va impacter pour nous, pour être capable de les intégrer aussi bien au niveau de nos services, mais également au niveau de nos contrats. Et le troisième volet, c'est le volet de la transparence. On a dit qu'on sécurise les données, on a dit qu'on respecte la vie privée des gens, conformément à des standards. Maintenant, moi en tant que client, comment est-ce que je peux m'assurer que vous faites bien ça?
Et bien ça c'est la transparence. Et la transparence c'est que on se fait auditer systématiquement par des organismes tiers indépendants qui sont reconnus à l'échelle internationale et qui viennent auditer qu'on est bien conforme par rapport à ce qu'on prétend dire. Bon, là c'est un peu plus de détails sur chacun de ces piliers-là. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je pense que ça a été... j'ai essayé de l'expliquer de façon high level. Voilà, c'est à peu près ça de ce que je voulais dire. Donc si vous avez des questions ou des interventions ou des commentaires,